Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans ma série de vidéos sur Vampire la Mascarade, je vous parle du clan Toréador. Donc premièrement, un clan, c'est un terme universel utilisé par les descendants, donc les vampires, pour différencier les différents groupes de vampires. Donc un clan, c'est déterminé par son sang, avec un grand S, et on hérite donc de notre clan par notre sire, le vampire qui nous a mordus. Donc, il existe 13 ou 14 clans distincts dans les nuits modernes, selon si on compte le clan Salubri ou non. Et il ne faut pas oublier non plus les Quintifs et les Sangclairs. Donc, selon le mythe caïnite, Caïn, le premier vampire, aurait engendré 3 enfants qui, à leur tour, ont engendré leurs propres enfants. Donc, cette troisième génération-là, les survivants de cette troisième génération-là, sont considérés comme les ancêtres des clans modernes. Les clans, présentement, donc, le sang de ces antédiluviens-là, oui, survit à travers les descendants, nourrissant des pouvoirs communs, et les faiblesses, dans le fond, des antédiluviens se transmettent de génération en génération et on peut même voir certains comportements, voir certaines croyances communes aussi se transmettre au sein des clans. Donc aujourd'hui, je vous parle des Toréadors. Connus principalement pour leur nature séduisante, leur attitude captivante ou leur grâce éloquente allant jusqu'à l'obsession, les vampires Toréadors accueillent les artistes et les amoureux dans leur rang, essayant toujours de remuer un peu plus leur propre cœur endormi. Surnaturellement gracieux et charmants, ces vampires-là sont à la recherche du prochain frisson, laissant sur leur sillage des détritus d'amants et de victimes abandonnées. Donc, les divas sont responsables des légendes entourant les vampires, les représentant comme des êtres qui séduisent, qui attirent leur proie avec leur beauté, leur amour et leur sensualité. C'est un clan qui est quand même célèbre en tant que clan d'artistes et d'innovateurs et il constitue l'un des bastions les plus importants de la Camarilla, car leur survie même, oui, dépend des façades de civilité qu'ils mettent de l'avant et la grâce dont la secte est tellement fière. Donc, c'est un clan qui respire la beauté, qui recherche l'esthétique, qui en est même obsédé. Cependant, ça serait un peu naïf de notre part de considérer les Toréadors comme étant un peu pervers et n'étant que ça, un clan axé sur la beauté. La beauté, c'est un pouvoir et la manière dont ils l'utilisent, ou ils utilisent l'amour pour influencer les mortels autour d'eux et même les vampires, à faire à peu près n'importe quoi, c'est une arme qui est inestimable parmi les vampires. Donc, les anciens de leur clan soulignent que l'étreinte, donc la transformation de mortels en vampires, doit être donnée à ceux qui sont dignes et que le clan recherche donc des pionniers dans différents domaines des arts, avec un grand A. Donc, le clan, oui, prospère lorsqu'il est rempli d'idées nouvelles et il valorise beaucoup l'expérimentation, la découverte de nouvelles esthétiques. Donc, en raison de cette particularité-là, le clan regorge vraiment d'un large éventail d'artistes. Et il faut aussi noter que pour le Toréador, l'art, c'est pas uniquement avec la peinture ou le crayon, là. Donc l'art oratoire va rentrer là-dedans aussi. Tous les nouveaux arts qu'on rencontre vont être considérés par les Toréadors. Acteurs, chanteurs, poètes et bien d'autres, donc complètent les rangs des Toréadors tant qu'ils sont considérés comme apportant quelque chose de nouveau à la table. Bien que les Toréadors, ces vampires-là, recherchent toujours le meilleur des meilleurs, il n'est pas rare qu'un hédoniste va finir par étreindre ou mordre un mortel dans un moment de faiblesse, de précipitation. Donc, créer un enfant médiocre après l'avoir vu dans une mare de sang et trouver ça tellement beau qu'on n'a pas pu s'empêcher de le transformer en vampire, c'est des choses qui arrivent dans ce clan-là. Les disciplines auxquelles ont accès naturellement les Toréadors et l'utilisation qu'ils en font habituellement sont premièrement l'Auspex. Donc l'Auspex permet aux vampires de
trouver, sonder des mortels et en faire des expériences exquises à essayer. Ça permet aussi, en lien avec les autres vampires, de répondre à leurs désirs parfois ou de les contrarier même avec des vérités auxquelles les toréadors ne devraient pas avoir accès, mais ils ont accès grâce à Auspex. La célérité est utilisée par le clan toréador pour les aider dans leurs actions. Sont pas reconnus comme étant un clan combattant, mais ils sont quand même connus pour frapper avant même que l'ennemi sache ce qui se passe, donc qu'ils puissent même agir ou réagir. Célérité permet aussi à ces vampires-là de se nourrir, donc de mordre leurs victimes avant même que la victime réalise qu'est-ce qui se passe. Finalement, le pouvoir de présence joint avec Auspex leur permet de percer, de manipuler les esprits des mortels et des vampires. Donc, que ce soit pour s'adonner à des plaisirs charnels ou pour faire le plein de sang, c'est une combinaison de pouvoirs qui est vraiment très commune et très fréquemment vue chez les toréadors. Le fléau du clan est la fixation esthétique. Donc, les toréadors ont un désir de beauté qui prend le contrôle du vampire et lorsque ce dernier se trouve dans un environnement moindre, pas à son goût, il va souffrir. Donc, lorsqu'il se trouve dans un environnement qu'il trouve peu beau, inesthétique, ils vont subir une pénalité égale à leur gravité de fléau lorsqu'ils utilisent des disciplines. La variante de fléau pour le clan toréador, si vous désirez de ne pas jouer avec la fixation esthétique parce que vous trouvez ça trop arbitraire, donc la variante, c'est l'empathie angoissante. Donc chaque fois que leur alimentation cause des dégâts aggravés à la victime, au mortel, le vampire doit subir les mêmes dégâts en retour et peut pas recevoir plus de dégâts que son niveau la gravité de son fléau, donc son niveau de fléau. Donc, les dommages sont aussi généralement des dommages aggravés, physiques aggravés que le vampire reçoit. Donc, les dommages eux-mêmes se traduisent par des ecchymoses vives partout où ils mordent leurs victimes et s'il y a une hémorragie interne qui se produit, même chose, là, une ecchymose géante va se former sur le corps du vampire. La compulsion du clan toréador, c'est l'obsession. Donc, complètement obsédé par une seule chose, le toréador ne peut parler que de cet objet-là. Donc, cet objet-là, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une œuvre d'art, il peut s'agir d'une éclaboussure de sang sur un mur, ou du lever du soleil en soi, ce qui est quand même fortement dangereux. Le toréador peut pas détourner son attention de ça. Donc, toute autre action reçoit une pénalité de 2D. Donc, cette contrainte-là dure jusqu'à ce que le vampire, le toréador, ne puisse plus percevoir l'objet ou que la scène se termine. Les archétypes qu'on retrouve typiquement dans le clan toréador sont entre autres, l'étudiant diplômé anxieux. Donc, autrefois plutôt timide dans les fêtes, dans les parties universitaires, c'est une personne qui est embrassée par leur sire, qui a vu plus que ce simple étudiant-là timide en eux. Donc, la non-vie leur a fait du bien, ça l'a agrandi leur cercle social, on pourrait dire, en dehors de ceux qu'ils avaient déjà, grâce à la discipline de présence. Un deuxième archétype, c'est la muse éternelle. Donc, c'est une personne qui crée l'obsession, en fait. Donc, ces personnes-là ont été embrassées ou ont reçu l'étreinte par leur sire pour arrêter le processus de vieillissement, pour préserver cette beauté-là, cette beauté de la vie-là, avant qu'elle flétrisse à cause de la vieillesse. Un autre archétype qu'on retrouve dans le clan, ce sont les drag queens, donc des artistes, des interprètes, des chanteurs et chanteuses. Quand on les retrouve comme vampires, sont habituellement dans le clan toréador. Donc, les drag queens ne font pas exception, embrassés pour leurs compétences, pour leurs talents et pour s'épanouir dans la non-vie en faisant ce qu'ils aiment, donc performer, faire un spectacle. Et finalement, le dernier archétype est le paria. Donc, peut-être que leur sire pensait que leurs compétences étaient meilleures que ce qu'elles sont vraiment. Peut-être que le sire s'en fichait royalement, qui était juste lui-même pris par une obsession.
Donc, ce toréador-là a été créé, mais son clan ne lui correspond pas vraiment bien. Il n'a pas nécessairement le talent artistique que les autres ont. Il n'y a pas nécessairement les compétences sociales non plus correspondantes au clan. Donc, il y a vraiment du mal à s'épanouir dans le clan. Donc, des accidents, ça arrive. Pour la culture du clan toréador, les toréadors n'ont pas de hiérarchie formelle. Ils vont faire des rassemblements ponctuels appelés des affaires de clan. Donc, ça va être convoqué sans participation obligatoire non plus, même s'il faut dire que la plupart vont y participer. Donc, il peut s'agir de fêtes, de dîners, d'expositions d'art ou de véritables réunions en bonne et due forme. Les toréadors d'une ville vont habituellement s'organiser en guildes et la majorité des toréadors de la ville vont en faire partie. Donc le chef de la guilde est généralement le toréador le plus âgé, le plus ancien, devrais-je dire, et le plus influent de la ville. Donc les autres membres forment un système social stratifié quand même complexe et les règles peuvent être quand même, elles aussi, assez complexe au vu des étrangers. Donc, le clan lui-même ne comporte vraiment que 2 divisions, on pourrait dire. Donc, les artistes sont constitués des sculpteurs, des peintres, des musiciens, des écrivains, par exemple. Ils se considèrent comme les vrais toréadors en tant qu'héritiers des valeurs et des objectifs originaux de l'antédiluvien, là, l'ancien du clan. Les poseurs constituent l'autre faction. Donc, on retrouve là-dedans les artistes, entre guillemets, ratés. Donc, les artistes dont on avait surestimé le talent, par exemple. Les critiques professionnels et ceux qui considèrent leur corps comme le chef-d'œuvre de la vie en soi. Donc, les muses peuvent se retrouver là aussi. Donc, il convient de noter qu'aucun des 2 groupes n'a de surnom en particulier, là. Ils ont tendance simplement à lancer à la faction adverse une épithète moqueuse. Donc, ils vont un peu rire les uns des autres, mais c'est pas des clans ennemis pour autant. Donc, le mot toréador, qui signifie torero, en fait, a été inventé par Georges Bizet pour son opéra Carmen. Donc, Georges Bizet trouvait que le mot torero avait pas assez de syllabes pour bien cadrer dans la chanson. Il a inventé le mot toréador. L'opéra de Carmen, dans le fond, est surtout connu pour son désir d'être admiré, pour sa capacité à manipuler les autres personnages aussi, de l'opéra. Donc, ça se reflète bien dans la tradition du clan, qui est dépeint vraiment comme des maîtres manipulateurs, et l'association, dans le fond, de l'opéra de Bizet est évoquée à la fois dans l'amour des toréadors, de l'art, et le symbole de la rose, qui est le symbole du clan qu'on va retrouver un peu partout. On dit aussi que si les ventrus sont l'esprit de la Camarilla, les toréadors en sont l'âme. Donc, c'est l'un d'entre eux, Raphaël de Corazon, qui a joué un rôle déterminant dans la formation de la Camarilla. Les toréadors, oui, sont les plus grands défenseurs des nombreuses traditions de la Camarilla, notamment celle de l'Élysée, qui est un grand regroupement qui permet à tous les vampires de venir et que c'est une zone de paix, en fait. Là, il y a comme l'impossibilité de se battre l'un contre l'autre ou d'utiliser ses pouvoirs aussi contre les autres vampires lors de ces rassemblements. Donc, c'est vraiment là que les toréadors sont dans leur élément, présentant les dernières pièces, pratiquant leurs formes, les manœuvres sociales efficaces, leur manipulation aussi. La plupart des autres clans ont tendance à avoir un certain préjugé au niveau des toréadors. Pas nécessairement négatif, mais ont quand même tendance à, quand ils parlent les uns avec les autres, d'imaginer les toréadors comme des artistes. Donc, des fous aux chemises amples, avec des redingotes, qui vantent la beauté des âges et déplorent l'humanité perdue. Donc, des gens très extravagants. Mais en réalité, le peu de toréadors qui sont véritablement comme ça vont souvent se séquestrer dans une pièce et faire leur art, justement, et travailler sur leur dernier chef-d'œuvre. Donc, on rencontre beaucoup plus de toréadors dont la vie est désormais dédiée à la scène sociale vampirique.
Donc, de véritables, on pourrait dire, présents à toutes les fêtes. Après avoir passé là, plusieurs années, on s'entend, sont immortels, avec leurs camarades de clan et leurs complices, ils sont plus que capables de ruiner la réputation de quelqu'un avec un retour concis mais agressif ou blessant, ou un potin accablant murmuré juste à l'oreille qui va détruire la réputation d'un vampire presque à jamais. Les toréadors se présentent comme les vampires les plus proches du pouls des humains qui les entourent. Certains vont dire que cet honneur-là va être partagé avec les Brujahs, mais ils vont quand même être très proches de la population mortelle. Donc, les toréadors vont affirmer que c'est ce qui les rend si dynamiques et modernes. Dans le fond, ils n'ont pas tendance à se laisser dépasser par l'air du temps. Donc, en effet, les membres du clan sont souvent les premiers à savoir ce que les mortels portent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, où ils dorment. Donc, ils vont connaître les modes et tout ce qui est au goût du jour. Alors qu'un aîné, par exemple, Malkavian, pourrait être né dans les années 1800 et vivre encore dans des vêtements, dans une maison qui ressemble à cette époque-là, le toréador est beaucoup plus susceptible de porter quelque chose qui fait les podiums, les grands défilés actuellement là, du monde de la mode. Donc, de nombreux toréadors aiment avoir des familles mortelles ou assumer des identités mortelles afin de capturer le souffle de la vie qui leur est maintenant refusé. Donc, plus un toréador vieillit, plus il a vu mourir de ses associés, plus il est probable de subir un genre d'épuisement professionnel et donc devenir un peu, sans dire catatonique, là, démotivé, perdre sa créativité. Donc, d'autres vampires doivent également y faire face à cette réalité-là de la vie éternelle n'est pas tout le temps si facile quand on voit tout le monde mourir, mais aucun clan ne souffre autant de cet aspect-là et de cet aspect de leur existence, en fait, que les toréadors. Donc, en ce qui concerne l'étreinte, comme indiqué précédemment, les membres du clan vont tomber dans deux moules approximatifs. Donc, les artistes constituent une grande partie du clan qui, bon, dans les nuits modernes, là, peut comprendre des infographistes, des performeurs d'avant-garde, des sportifs aussi. Ils vont se retrouver aux côtés des chanteurs, des danseurs, des écrivains. L'autre partie va être composé d'hommes d'affaires, de critiques, de personnes qui sont simplement belles aussi. Donc, les principaux détracteurs du clan, souvent les Nosferatu, oui, puis les Brujahs, se plaignent que les toréadors dorlotent leurs enfants, mais la réalité est quand même beaucoup plus brutale que ce qu'elle semble être. Donc, les toréadors sont notoirement capricieux, et même si le choix du mortel qui vont transformer semble en ce moment être particulièrement avant-gardiste, particulièrement innovant, beau, présent, aux yeux du vampire, ce choix-là peut facilement être terriblement passé date, embarrassant la semaine suivante. Donc, le sire peut abandonner carrément, inévitablement, son nouveau-né, on pourrait dire, son enfant, dès que possible, laissant le jeune vampire confus, luttant pour se frayer un chemin par lui-même, sans aucune direction, sans aucune connaissance du monde vampirique. Et c'est ça aussi la nature du toréador. Certains vont être vraiment encadrés, vraiment très chouchoutés par leur sire, et d'autres vont trouver un sire qui regrette son geste, qui n'aime plus son nouveau joujou et qui va simplement le délaisser sans y porter plus attention. Les anciens du clan vont quand même souligner que les toréadors offrent une certaine sélectivité par rapport à leur étreinte. Donc, ils vont s'adresser à ceux qui vivent à la pointe de la culture, de la pensée et du courant dominant. Donc, de nombreux toréadors se tournent vers un artiste, un terme, là, comme je dis, qui est très parapluie. Les peintres, les acteurs, les travailleurs du sexe peuvent rentrer là-dedans, selon les toréadors aussi.
les gérants d'artistes bien connectés, les collectionneurs, des universitaires. Donc, quiconque peut offrir au clan une nouvelle expérience, une nouvelle stimulation ou un nouveau divertissement va être vu comme pertinent pour le clan. En fait, tout ça rend le clan très diversifié et on trouve vraiment plein de personnalités de tout bord, tout côté. Dans la société mortelle, compte tenu des objectifs de leur étreinte, il n'est pas surprenant que les toréadors aient une grande influence dans la société mortelle. Donc, les toréadors s'accrochent aux industries qui les intéressent ou qui s'intéressent à la stimulation humaine et à la culture. Donc, on va les retrouver dans le domaine de la télévision, de l'information, de la musique, des arts, des bars à vin, des boîtes de nuit, etc. Donc, beaucoup peuvent attribuer au ventru uniquement un sens plus financier d'être propriétaire d'entreprise, mais les toréadors possèdent de nombreuses propriétés et des entreprises aussi à l'échelle mondiale. Donc, on s'entend là, quand on parle de culture, le cinéma hollywoodien, les très grandes vedettes, on va dire pop, là, mais de tout style musical, peuvent intéresser les toréadors et les toréadors peuvent vouloir mettre un peu le bras dans cet engrenage-là aussi. Donc, contrairement aux ventrus, par contre, les toréadors ne le font pas pour l'argent ou pour le pouvoir, mais le font vraiment pour le plaisir. Donc, c'est ce qui est vraiment, la plupart du temps, au cœur des intérêts des toréadors. La chance de se mêler à la société humaine, de voir des humains ressentir des vraies émotions ou simplement profiter, en fait, d'un frisson d'une nouvelle entreprise, c'est ce qui va motiver les vampires. À un niveau plus personnel, les toréadors aussi aiment l'expérience de vivre avec des troupeaux d'humains, on pourrait dire, qui, à un certain point, leur appartiennent. Donc, ils vont couvrir de cadeaux leurs assistants, soit de vêtements de luxe, de voitures même, et d'expériences ultimes. Donc, les toréadors même vont avoir tendance à couvrir leurs morsures comme étant une expérience sensuelle. Donc, ils vont rarement, bêtement s'alimenter, vont masquer ça dans une expérience plus sexuelle ou sensuelle pour le mortel. Donc, la sensation d'intimité physique est, on pourrait même dire, mêlée à l'alimentation, là, est presque un vice chez les divas, là, c'est assez courant. Donc, certains toréadors ont également tendance à devenir obsédés par un mortel en particulier, à le garder comme une muse, à faire très attention à son alimentation, donc à le traiter vraiment un peu comme une poupée de porcelaine qu'il ne faudrait pas abîmer. Et finalement, dans de nombreux cas, lorsque le mortel n'a plus cet élément, cette étincelle qui a retenu l'attention du toréador, ben, il va être jeté, laissé vide, comme une coquille qui ne sert plus à rien. Dans la société vampirique, les toréadors se considèrent généralement comme les plus grands experts de l'expérience humaine et sont ceux, dans le fond, qui prennent le pouls de la société humaine. Donc, ils tiennent l'Elysium, pour la Camarilla du moins, au courant de ce qui se passe du côté chez les humains et aident leur secte à rester en phase avec les mœurs et les coutumes en constante évolution du monde des mortels. Donc, sont également connus pour leur excellente grâce sociale et leur don pour la voix, pour s'exprimer. Donc, ils diffusent les nouvelles comme des tirs rapides et les ragots, je vous dirais, encore plus rapidement. La connexion que les toréadors ont avec le monde des arts leur a aussi permis de se connecter aux autres clans. Les contacts qu'ils ont dans les musées ou pour accéder à différents artistes, en fait, leur a ouvert des portes, ou du moins a fait qu'ils ont pu, pourrait dire, s'allier, sans dire qu'ils deviennent amis, là, s'allier d'autres vampires. Parce que c'est pas quand même les seuls qui aiment les arts, et surtout quand on parle des œuvres classiques, certains vampires vont y retrouver parfois certaines expériences de leur enfance. Donc, ce désir-là aussi de
connecter avec les autres vampires, ça rend la plupart d'entre eux enthousiastes à l'égard de la coterie, donc de se lier avec vraiment une certaine fraternité de vampires, dans l'espoir donc d'acquérir une vision plus approfondie, de faire évoluer leur art au sens large, là, et aussi d'élargir leur réseau. Donc, les membres de la coterie qui peuvent gérer, on pourrait dire, les crises d'indulgence et d'obsession des toréadors peuvent y trouver un allié puissant qui peut, dans le fond, chuchoter aux bonnes oreilles pour ouvrir les bonnes portes en temps et lieu. Finalement, on va faire une petite distinction entre les toréadors qu'on va retrouver dans les différentes factions. Donc, pour les toréadors qu'on retrouve dans la Camarilla, ceux-ci sont vraiment fiers de leur lignée parce qu'elle a joué un rôle déterminant dans la formation de la secte, qui est une secte, on s'entend, très importante dans le monde vampirique. Donc, les érudits des toréadors pensent même que c'est un toréador, comme j'ai dit tantôt, Rafael di Corazon, qui a inventé le nom de la secte. De nombreux toréadors donc considèrent la Camarilla comme l'option la plus sûre où ils peuvent interagir avec l'humanité et s'alimenter même de l'humanité, des humains, sans tomber dans la main ou dans les mains de leur bête intérieure. Donc la Camarilla, les gardes, dans le fond, les règles de la mascarade et autres traditions s'assurent que les toréadors ne divergent pas vers la bête. Et pour eux, c'est probablement le lieu, ou du moins ceux qui y sont trouvent que c'est le lieu le plus sûr pour eux-mêmes. Ceux qui rejoignent les anarques le font parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un code rigide comme celui de la Camarilla. Donc, une vie sans club exclusif, sans convention traditionnelle, sans art réglementé. Ils voient la cage dorée de la Camarilla comme une certaine entrave, en fait. Donc, c'est pas une sécurité, c'est une entrave à leur créativité, c'est une entrave à leur liberté. Et ils prennent désormais avec fierté, donc le nom d'anarchiste ou d'anarque, parce que ça montre qu'ils ont une vision différente du monde et représente cette facette-là des toréadors qui sont toujours à l'avant-plan, qui sont toujours à la recherche de nouvelles expériences et de nouvelles idées. Finalement, autant les membres de la Camarilla que des anarques utilisent souvent des serviteurs dans certaines compétitions les uns contre les autres. Donc, les serviteurs, souvent des ghouls, vont être envoyés au combat, mais le plus souvent, ils vont s'affronter sur des champs de bataille un peu hors normes. Donc, on va parler d'art, de performance, de tests d'habileté. Donc, ils vont pas se battre physiquement à main nue, mais il va y avoir des compétitions oratoires, par exemple, ou il va y avoir des compétitions qui vont vendre la toile la plus chère, par exemple. Donc, c'est ce genre de combat que vont se livrer les différents toréadors. Les humains, on s'entend, ne sont utilisés comme de simples pions dans cette partie-là. Les toréadors vivants de nombreux âges oublient parfois, même s'ils aiment s'entourer de mortels, que ces humains-là ont une volonté propre. Donc pour eux, ce ne sont quand même que des objets. Voici mon tour de piste des toréadors, le clan de la diva. Je vais bien entendu dans les prochaines semaines présenter les autres clans qu'on retrouve dans Vampire la Mascarade. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si un aspect du clan n'est pas clair ou vous cherchez comment l'interpréter, si vous demandez de votre personnage, est-ce que ça fit vraiment comme toréador? Allez-y, allez dans les commentaires, posez vos questions, ça me fait tout le temps plaisir de vous répondre. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce type de vidéo-là, un petit pouce en l'air nous encourage. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi du même coup, étant dans le coin, en même temps si c'est pas déjà fait. Et si vous aimez nos vidéos et vous aimeriez nous encourager, les voir en avance, ces dites vidéos, vous pouvez nous venir sur Patreon, nous encourager. Ça nous fait un grand plaisir à chaque fois d'avoir votre support. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine. Bye!